Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h, à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la balance commerciale chinoise, toujours intéressante à décrypter, avec un net ralentissement des exportations au mois d'août, qui signale un ralentissement de la demande mondiale pour les biens durables, pour les produits de consommation qui ont profité depuis la pandémie évidemment d'un boom exceptionnel. Cette partie-là de la demande est en train de ralentir aujourd'hui avec des exports en août pour la Chine qui ressortent en progression d'à peine 7% contre plus de 18% au mois de juillet. Il faut noter, si on applique un filtre géopolitique à la balance commerciale chinoise, qu'il y a une zone vers laquelle les exportations chinoises ont accéléré au mois d'août, c'est la Russie, avec des exportations qui sont passées de 22% en juillet à 26% sur un an au mois d'août. Et dans ce contexte, on notera et on signalera une rencontre prévue au sommet entre Xi Jinping et Vladimir Poutine la semaine prochaine en Ouzbékistan, à l'occasion d'un sommet de l'organisation de Shanghai, sommet qui se tiendra donc un mois avant l'ouverture du 20e congrès du Parti communiste chinois. Voilà pour la séquence politique à l'est de l'Europe. Nous parlerons Europe justement pendant cette demi-heure avec quelques réflexions économiques autour du policy mix européen tel qu'il se dessine aujourd'hui, une politique budgétaire toujours très ample. On peut même estimer qu'on a rouvert à plein les vannes de la politique fiscale et budgétaire pour accommoder la facture énergétique des ménages. Et de l'autre côté, une politique monétaire, une banque centrale européenne qui est plus déterminée que jamais à casser tout risque de spirale inflationniste dans l'économie de la zone euro, avec une hausse de taux de 75 points de base attendue demain à Francfort. Voilà pour les sujets du jour. Et puis un signal prix qui sera intéressant à suivre ce soir. Quel sera le pricing du nouvel iPhone? Et Apple nous apportera la réponse tout à l'heure à l'occasion de sa présentation. Et c'est notamment la partie, le haut de la gamme de l'iPhone 14 qui sera intéressante à regarder en termes de prix. Est-ce qu'Apple, dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, osera augmenter encore un petit peu la partie haut de gamme de son smartphone? Réponse tout à l'heure à l'occasion de cette keynote d'Apple. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés à mi-séance en Europe avec vous, Alix Nguyen, et un CAC 40 qui apparaît assez fébrile à mi-journée. Oui, on remarque un certain manque d'entrain à Paris. L'indice s'inscrit dans le sillage de Wall Street. Hier, la place new-yorkaise a rapidement effacé sa tentative de rebond initiale. Les États-Unis, où l'accélération de la croissance de l'activité dans les services est venue renforcer le scénario d'une hausse de 75 points de base du taux des Fed Funds le 21 septembre. Le rendement américain à 10 ans s'est trouvé propulsé au-dessus du seuil de 3,35%, et ce pour la première fois depuis juin. Et puis sur le marché des devises, pas de changement, c'est un one-way trade pour le dollar qui ne cesse de se renforcer. Oui, notamment contre l'euro. La monnaie unique a touché un nouveau plus bas de 20 ans. À noter que ce soir, la publication du livre beige de la Fed constituera le grand rendez-vous du jour. Sur le front des matières premières, le baril de Brent poursuivait son recul ce matin. Il se ressaisit désormais. À Rotterdam, les contrats futurs sur le gaz repartent à la hausse. Et puis, on le notait en introduction, effectivement, les chiffres de la balance commerciale chinoise ont été publiés ce matin. Oui, des chiffres pour le moins décevants. En août, la croissance des exportations a ralenti à 7,1% sur un an, soit le rythme le plus faible depuis avril, ou la conséquence d'une demande mondiale qui s'affaiblit, mais aussi de perturbations dans la production entraînées par les confinements imposés dans plusieurs grands centres industriels de la Chine. S'agissant des importations, elles ont augmenté de 0,3% sur un an, après une progression de 2,3% en juillet. Et puis pour les statistiques européennes, sans grande surprise, on constate un ralentissement de la production industrielle en Allemagne. Oui, surtout dans les secteurs énergivores, sans compter que les pénuries de biens intermédiaires continuent de peser. Le secteur manufacturier a produit 0,3% de moins sur un mois, après un rebond de 0,8% observé en juin. Je ne me priverai pas d'une bonne nouvelle non plus. On a révisé à la hausse les chiffres de la croissance de la zone euro du deuxième trimestre. Oui, c'est
dans le rétroviseur. Oui, c'est l'histoire du passé, mais quand même, ne nous privons pas de ce genre de bonnes nouvelles. Plus 0,8% pour la croissance de la zone euro au T2 contre plus 0,6% estimé initialement, ce qui place l'économie de la zone euro près de 2% au-dessus de son niveau en volume qui avait été atteint au quatrième trimestre 2019. Voilà pour l'histoire passée de la croissance de la zone euro. Et on termine, Alix, avec un focus sur les valeurs qui font l'actualité aujourd'hui. Ubisoft chute sous l'effet d'une annonce du groupe selon laquelle il autorise le chinois Tencent à monter jusqu'à 9,99% de son capital, mais ne pourra pas aller au-delà avant 8 ans. Safran progresse, soutenu par une note de Goldman Sachs. Et puis le secteur de l'automobile reprend son rebond, c'est le cas de Faurecia et Renault. Tendance, mon ami, 2 fois par jour les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Et nous prenons le temps d'apporter quelques réflexions économiques sur la situation actuelle que traverse l'Europe, notamment avec Ludovic Subran à mes côtés en plateau pour cette demi-heure, chef économiste du groupe Allianz. Bonjour et bienvenue Ludovic. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est cette histoire de policy mix, cet équilibre entre la politique fiscale budgétaire, ne nous trompons pas, fiscal c'est le mot anglo-saxon, en français c'est budgétaire, et puis la politique... Surtout chez nous, on ne veut pas parler de fiscalité en ce moment. Oui, non mais il y a souvent effectivement un amalgame avec le terme anglo-saxon et la traduction littérale française et l'alliance qu'on peut faire avec la politique monétaire. On a, je le disais, voilà, les chiffres sont comptabilisés par différents instituts. Bruegel nous dit qu'on a déjà, les États européens ont déjà accommodé pour 400 milliards d'euros la facture énergétique des ménages, notamment des entreprises également. C'est plus de 2 points du PIB de la zone euro aujourd'hui. Goldman Sachs prévoit que la facture énergétique des ménages l'an prochain en Europe au plus haut pourra atteindre 2 trillions d'euros. C'est 10 points du PIB de la zone euro. Bref, on voit bien ce phénomène d'emballement et une politique budgétaire qui reste les vannes grandes ouvertes pour accommoder cette crise gazière en particulier et cette crise inflationniste en général. Et de l'autre côté, la BCE, plus déterminée que jamais dans un resserrement historique de sa politique monétaire. Je me demande quel type de résultat économique et financier est-ce qu'on peut attendre d'un tel policy mix qu'on constate aujourd'hui. On espère que ce sera un résultat plutôt positif, c'est-à-dire que derrière les mesures budgétaires, il y a l'idée d'éviter des pertes de pouvoir d'achat trop importantes et d'éviter des pertes de marge trop importantes, en gros d'éviter faillite et chômage. Donc on est toujours dans un quoi qu'il en coûte, à part que celui-ci est budgétaire. L'équilibre entre les deux, je trouve, est la somme de 2 déséquilibres. Vous parliez des montants en jeu. Nous, dès février, on alertait déjà, par exemple en France, sur le coût du bouclier budgétaire, du bouclier tarifaire, pardon, et on disait, attention, on sait faire mieux que ça. On peut cibler, tout le monde n'a pas besoin d'avoir des prix de l'énergie qui soient contrôlés. Et puis, on nous disait, non, c'est l'urgence, et puis de toute façon, ça ne va pas durer. Et maintenant, ça dure et on n'est plus dans l'urgence. Et je trouve qu'on fait toujours acte de paresse administrative. Je pense que dans un pays comme la France, avec les données qu'on a, mais de manière générale, en Europe, vous avez vu les Allemands qui ont annoncé encore 65 milliards, 100 milliards au total. Ouais. Je trouve que ça manque de cette idée de conditionner les transferts sociaux, de les cibler vers ceux qui en ont le plus besoin pour être plus généreux vers ceux-là. Donc ça veut dire augmenter les minimums, les minima sociaux, etc. au lieu de donner des subventions à tout le monde. Et ça, je trouve que on va devoir se poser la question à un moment donné parce que le scénario un peu négatif, c'est qu'on retombe dans une insoutenabilité de notre dette additionnelle énergétique. Donc, si on veut accommoder l'ensemble de la... C'est 10 points de PIB. Oui. C'est 10 points de PIB. Il y a un moment où il va falloir avoir ce discours un peu churchillien. Ça va être un peu de sang et de larmes sur l'énergie. La bonne nouvelle, c'est que les ménages comme les entreprises ont encore de l'épargne. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est devenu un cheval de bataille politique. C'est-à-dire on est dans l'économie politique, on n'est plus dans l'efficacité économique de la mesure budgétaire. Non. Il faut aider tout le monde, y compris les classes moyennes, parce qu'on a peur qu'elles viennent dans la rue. C'est un peu un syndrome post-traumatique des Gilets jaunes. Et puis, on a promis qu'on allait aider. Et donc, il y a cette espèce de put, c'est-à-dire cette espèce d'attente un peu infinie, du coup,
que les États vont aider. Et donc, ça pose sur la partie budgétaire des tonnes de questions, puisqu'il y a des pays qui ont laissé filer les prix. On pense à l'Angleterre, mais en Allemagne, la facture énergétique a déjà triplé. En Italie, elle a déjà doublé. En France, on a décidé plus ou moins de la contenir. Et maintenant, on se rend compte que ça ne suffit pas. Et puis, sur le côté purement budgétaire, encore une fois, on est dans un environnement où il y a encore beaucoup de soutiens qui sont hérités de Covid et qui ne sont pas encore totalement épongés. Il y a une inertie de ce point de vue-là. Bien sûr, il y a encore les restes du plan de relance, et puis il y a, encore une fois, il y a le plan France 2030, enfin, il y a énormément, la place, c'est pour ça qu'on parle souvent d'économie de guerre, la place de l'État dans les affaires du secteur privé est très importante, et donc c'est difficile de rembobiner toutes ces aides-là. Et de l'autre côté, on a des politiques monétaires, alors, notamment en Europe, qui doivent faire acte de crédibilité, qui doivent resserrer, sachant que ça ne va pas faire baisser les prix à la pompe. Et donc, on est dans quelque chose que je trouve, Isabelle Schnabel a très bien résumé à Jackson Hole, c'est de dire, en fait, peu importe la source de l'inflation, l'idée, c'est qu'on augmente les taux de toute façon pour calmer les anticipations. Ouais. Et ça paraît, là aussi, très déséquilibré comme mesure. On peut le dire plus clairement, Ludovic, c'est Gilles Moët, que vous connaissez, votre homologue chez AXA. Merci de citer la concurrence. Il m'a apporté, je crois, l'explication la plus claire et la plus facile à comprendre derrière la stratégie de la BCE. 75 points de base, ça doit être vu comme un message clair aux différents partenaires sociaux européens. Oui, si vous allez trop loin dans ce phénomène de rattrapage salarial qui déborderait dans une boucle prix-salaire, je ne m'arrête pas à 75. C'est encore peut-être 50 demain et puis 50 encore après-demain. Oui, mais vous voyez, peut-être, moi je ne pense pas que ce soit ça, mais je pense que si c'est ça, on se fourre le doigt et le poignet dans l'œil. Pourquoi ? Parce que je ne pense pas que les partenaires sociaux soient guidés par des hausses de taux. Ils sont guidés par les mesures non salariales budgétaires qui calment la vindicte contre, qui calme l'idée, qui essaie d'éviter que les partenaires sociaux soient trop revendicatifs vis-à-vis des entreprises sur leur perte de pouvoir d'achat. Mais moi, je crois que le vrai sujet, c'est plutôt la croissance du chiffre d'affaires, les profits. C'est-à-dire que les partenaires sociaux, ils voient aussi que les entreprises ont très bien performé en bourse, un peu moins cette année, et du coup se disent, attendez, où est le partage de la valeur ajoutée ? Donc moi, je pense vraiment que le message de la BCE, c'est de dire, de toute façon, l'idée, c'est de calmer les anticipations pour éviter les boucles prix-salaire, même si, encore une fois, la partie budgétaire est très importante pour éviter ces boucles prix-salaire. Mais c'est surtout un message aussi de dire, cette fois-ci, on ne veut pas faire peut-être ce qu'on a fait pendant Covid, c'est-à-dire faire des mesures cash to debt, c'est-à-dire que lutter contre la crise énergétique dans l'économie réelle, ça ne peut pas se faire par un endettement infini et créer du coup les problèmes qu'on a, c'est-à-dire des bilans inflatés et puis une boucle, un cercle vicieux, État, entreprise et banque. Et donc, je crois que le message de la BCE, il est... Isabelle Schnabel a essayé de le rationaliser avec cette histoire des anticipations en disant on va faire ça pour demain et peu importe la source. Mais derrière, il y a deux messages politiques. Le premier, c'est qu'on ne peut pas éviter l'effet gravitationnel du dollar, on le voit déjà. Donc si la Fed monte, on est obligé de monter. Et le deuxième, c'est que c'est le moment aussi de faire un effort pour les pays de la zone euro qui sont les plus touchés par l'inflation parce que la politique budgétaire, on n'a pas fait assez. C'est pour ça que c'est deux déséquilibres. C'est-à-dire que ce que fait la politique monétaire aujourd'hui, c'est pas très orthodoxe. Même si les gens essaient de voir la fin de zéronomique, c'est-à-dire la fin des taux d'intérêt nominaux négatifs, la fin d'une fonction accommodante de la Banque centrale, la fin d'un put des banques centrales. Peut-être qu'il y a un retour à des choses qu'on a connues avant, on va dire 2008, mais il y a surtout pour moi un acte politique fort. Parce que de toute façon, il faut être honnête, ce qui aujourd'hui va jouer sur la partie demande de l'inflation, y compris le risque de boucle prix-salaire qu'on ne voit toujours pas, pas nulle part en Europe. Si on veut baisser les 15%, on va dire, qui sont dus à une forme de surchauffe en Europe, c'est pas en montant les taux, c'est en réduisant le QE. Si, ou alors en montant les taux bien plus que nécessaire si on était dans un régime normal d'inflation. Oui, mais dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, où il y a encore des fins de queue de comète d'assouplissement quantitatif, de TLTRO, etc., je ne pense pas que les taux soient le parangon de la politique monétaire et des conditions monétaires et financières. D'ailleurs, quand vous regardez les conditions monétaires et financières en Europe, ce qui est le plus gros déterminant de leur resserrement, c'est la force du dollar. Et derrière la force du dollar, il y a clairement le différentiel de taux d'intérêt réel entre les États-Unis et l'Europe. C'est ce que vous disiez en introduction. Mais il y a aussi l'attractivité énergétique relative des États-Unis. Il y a aussi une politique budgétaire américaine qui a créé de l'inflation dans le monde entier.
Parce qu'en fait, dans les 15% de surchauffe en Europe, il y a aussi un petit peu trop de politique budgétaire aux États-Unis. C'est l'argument Summers, etc. Ça crée. Les États-Unis ont créé un choc inflationniste dans le monde. Il y a bien sûr Poutine en envahissant l'Ukraine qui crée un choc inflationniste dans le monde et surtout en Europe. Mais il y a aussi, à mon avis, quelque chose qui vient de la surchauffe américaine. Et donc, je pense que la Banque centrale européenne, notamment, elle est prise un petit peu à son propre piège. C'est-à-dire qu'elle est obligée de faire quelque chose. La bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, ça ne contribue pas négativement à la croissance, peut-être parce que tout le reste contribue beaucoup plus négativement à la croissance parce qu'on a une récession manufacturière. Elle va peut-être regagner des marges de manœuvre, c'est plutôt positif, mais ça ne résoudra pas cette inflation des chocs d'offres négatifs. Et le vrai sujet pour ce policy mix dans l'avenir, c'est est-ce qu'on est dans une économie de guerre et donc il faut peut-être un peu plus contrôler les prix, il va y avoir la monétisation de la dette, il va y avoir la réallocation de capital. Qui va monétiser la dette demain? Est-ce que le marché... Déjà, il y a encore du QE. Et on fait déjà de la monétisation de dette aujourd'hui. Normalement. Écoutez, Fatih Birol, le président de l'IEA, hier dans le FT, nous expliquait qu'il ne faut pas s'inquiéter de la crise énergétique. Bon. Et un peu plus loin dans le papier, nous disait, d'ailleurs, si jamais il y avait vraiment un Gasmageddon, il suffirait que les banques centrales augmentent les taux courts et fassent du QE sur la partie longue de la courbe. Ça ressemble à du contrôle des spreads pour moi, ou ça ressemble à du contrôle des taux. Ce que la BCE a complètement écarté de ses options stratégiques. Si on est en économie de guerre, pour l'instant, quand on est en économie de guerre, et peut-être que le mécanisme ad hoc là, de resserrement des taux, ou du moins de contrôle des spreads, c'est un petit peu le début de ça. Et c'est ça, le vrai sujet qui se joue. La détermination de la BCE se heurtera à un moment à une forme de réalité. L'idée, c'est que, soit pour des raisons qui m'échappent, malheureusement je ne suis pas dans la tête de Poutine, mais soit on arrive, les prix de l'énergie restent élevés, on arrive à passer l'hiver, on fait assez de croissance, et puis ça, on renormalise. C'est-à-dire qu'on est moins dans ce qu'on voit aujourd'hui, qui est l'hyperexcitation, ce qu'on a vu déjà au printemps. Vous remarquerez qu'entre les deux, les gens sont partis en été, ça s'est pas trop mal passé. Ouais. Mais bon, il y a un côté de prophétie autoralisatrice sur la crise énergétique quand même, parce qu'on joue beaucoup à se faire peur, je trouve, même si il va nous manquer à horizon début 2023, 10%. Donc, est-ce qu'on fait des efforts sur la demande? Est-ce qu'on fait des efforts sur la substitution? Moi, je crois beaucoup au génie humain, donc je me dis qu'on peut pallier une partie. La capacité d'adaptation? Oui. Pas sous-estimée? Il y a quand même 30% de pertes en ligne sur tous les approvisionnements énergétiques. Et puis, on en reparlera. Il y a aussi des situations très différentes dans les pays de la zone euro. Et ça, c'est un sujet, à mon avis, d'économie politique très fort. Donc, soit c'est une récession qui est déjà là, peut-être, et qui est plutôt... qui est géré, qui est gérable, qui est lié à une situation manufacturière, un peu moins de consommation, etc. Soit on va vers quelque chose de beaucoup plus grave. C'est-à-dire que, et ça viendra de l'Allemagne certainement, c'est-à-dire qu'on a une récession prolongée et on a un retour pour les autres pays, du coup, d'une crise des dettes souveraines. C'est-à-dire qu'on a de nouveau une redite un peu de 2012, avec cet élément déclencheur qu'est la crise énergétique, un manque d'action collective en Europe parce qu'on est cannibale sur l'approvisionnement énergétique, parce qu'on commence à se pointer du doigt sur les mesures de pouvoir d'achat, parce que. Et dans ces cas-là, oui, bien sûr, la BCE refera du QE. Peut-être que la BCE aura compris qu'il faudra des outils de contrôle des taux et on sera dans une économie de guerre. Et ça, aujourd'hui, ce scénario-là, il est quand même c'est pas le plus probable, mais il est très vraisemblable. Et donc, moi, je pense qu'il ne faut pas écarter, comme pendant Covid, on a sauvé la liquidité mondiale avec l'intervention des banques centrales. De la même façon, si on arrivait au pied du mur devant une situation où l'économie ne pourrait pas fonctionner, on ferait de la liquidité. Ça ne résoudrait pas l'approvisionnement, la rareté, etc. Mais ça aiderait à passer les quelques années qui nous resteraient pour avoir des sources d'approvisionnement énergétique alternatives, que ce soit du gaz liquéfié qui nous arrive de partout, que ce soit du renouvelable, etc. Et donc, je pense que c'est pas dans la boîte à outils aujourd'hui, mais ça pourrait l'être. Et donc voilà. Donc la façon pour regarder le policy mix aujourd'hui, c'est en effet, c'est un passage de relais. Le budgétaire doit faire plus que le monétaire, parce que le monétaire doit regagner des marges de manœuvre et que de toute façon, ça ne servirait à rien de continuer à mettre du crédit dans une économie qui est un peu plus contrainte. Mais si d'aventure le budgétaire ne fait pas assez ou qu'on commencerait à avoir du vrai stress là-dessus, je suis sûr que le monétaire reprendrait la main. Mais on a encore un peu de marge là sur le fiscal, moi, le budgétaire sur le budgétaire aujourd'hui, au niveau de taux qu'on a, c'est pas encore dramatique.
C'est-à-dire qu'on a des... Le marché accepte l'idée d'un trade-off. OK, les États refont du déficit aujourd'hui, mais demain, il y a une trajectoire de correction crédible, ce qu'on n'a jamais eu. Le marché... c'est ça. Non, mais le marché a un price aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est pas trop, qu'il dégueule pas trop, en fait. Ouais. Price qu'on aura une exception budgétaire et qu'on sera moins ayatolesque sur les 3%, etc. Donc le marché price tout sauf Schäuble, même si on entend de temps en temps des petits mouvements disant il faudrait quand même revenir à une forme d'orthodoxie, personne ne fait ça. Mais ce que le marché, ou la raison pour laquelle pour l'instant on n'a pas quand même une plus grosse crise, c'est parce qu'on se dit que si on arrive à transformer les dépenses nationales et européennes vers quelque chose de productif et de qualité, c'est-à-dire si on arrête de dépenser, de faire du quoi qu'il en coûte, à absorber les factures énergétiques de façon un peu bête, parce qu'en fait, ça nous coûte beaucoup d'argent et ça ne résout pas vraiment le problème. Là, on va vers quelque chose d'utile. Ce qui doit se réfléchir aujourd'hui en Europe, je sais qu'il y a un meeting des ministres de l'énergie là, le 9 septembre, c'est cette réforme du marché de l'électricité, le marché de l'électricité aujourd'hui, il avait un rôle à jouer sur la décarbonation, etc. Aujourd'hui, l'indexation du prix de l'électricité sur la source énergétique la plus chère, c'est débile. Mais là, le but, c'est de caper à 200 € le mégawattheure l'électricité qui n'est pas produite depuis le gaz. Le but, quand même, ultime, c'est d'éviter une implosion de l'Europe de l'énergie. Parce qu'aujourd'hui, les industriels français, ils aimeraient juste qu'on payait leur énergie au marginal en France. Parce que ça coûterait 3 fois moins cher que ce que devraient payer les Allemands. Pire que ça, Ludovic, c'est pas la France. J'ai écrit ce matin là sur Twitter, c'est la revanche des pigs. Regardez l'infographie du Financial Times. Portugal, Espagne, 0 dépendance au gaz russe. Irlande, qui était dans les pigs, 0 dépendance au gaz russe. Grèce, quasiment 0. Et l'Italie, avec des efforts spectaculaires, est en train de tendre vers 0 dépendance au gaz russe. Et donc, le premier but, à mon avis, ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'on est en train de faire un élan de solidarité majeur pour... avant, il y avait un peu les buveurs de bière, les buveurs de vin. Aujourd'hui, je pense que c'est plus... Ou le nord, le sud. Aujourd'hui, c'est l'ouest, l'est. En fait, le problème, c'est l'est de l'Europe. Donc, on est en train d'essayer de faire un effort majeur qui commence à nous coûter très très cher. Et donc l'Espagne, depuis mars, l'Espagne dit arrêtons la bêtise de cette indexation de prix de l'électricité sur l'hydrocarbure le plus cher, parce que c'est quand même, on est obligé de refaire la redistribution derrière. Nous, on le paye très cher, etc. Donc, il y a ça à faire. 2, il va falloir se poser la question des ressources communes, du budget commun de Next Generation EU. Et 2, ce qu'on met dans chaque pays sur des subventions aux classes moyennes parce qu'on veut en faire et comment on les cible, c'est-à-dire un petit peu de cadrage de politique budgétaire efficace, ça pourrait être malin. Et 3, refaire de l'investissement majeur dans les énergies renouvelables, etc. Parce qu'encore aujourd'hui, même si en Allemagne, je crois que Olaf Scholz à Evian le week-end dernier rassurait sur le fait que les terminaux de gaz liquéfié qui auraient dû prendre 3 ans pour être finis, tout ça va être fini en janvier. Mais ça ne suffit pas. Mais non. Et donc l'idée, c'est aujourd'hui, moi je suis très surpris qu'on n'ait pas un peu un accord de principe sur le fait qu'il faut refaire de l'investissement, peut-être via de la dette, pour ce vrai verdissement, cette vraie indépendance énergétique. Et ça peut être résolu en Europe, puisque le choc est covariant. Mais encore une fois, il y a cette hiérarchie politique et économique, c'est-à-dire il faut, se mettre d'accord sur l'exceptionnel et donc ce marché de l'énergie, 2, se mettre d'accord sur arrêter de faire n'importe quoi avec des subventions non ciblées, et 3, arriver à faire décoller des produits, des projets d'investissement dans le vert. Moi, je vais vous dire, quand on regarde, c'est peut-être la bonne nouvelle dans cet océan de mauvaises nouvelles, mais quand on regarde les engagements allemands sur la sortie du gaz russe et la sortie du gaz, l'économie allemande est sur sa trajectoire 1,5 degré sans dépassement. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que pour faire ça, il faut 400 milliards. Mais si. Voilà. Mais oui. Et donc, les 400 milliards... C'est tout le système de production qu'il faut changer. Bien sûr. Et donc, je trouve que c'est là où l'Europe manque un peu à l'appel. Je sais qu'on avait des élections dans les gros pays. On en a encore une grosse à venir qui va être compliquée. Mais je pense si on mettait le même collectivisme qu'on a mis à répondre à Covid, qui a été critiqué parce qu'on a été lent, mais on a vacciné ensemble, on a ouvert. Si on faisait la même chose sur l'énergie, et peut-être que c'est un sujet plus compliqué. Moi, je trouve que la santé, c'est plus grave que l'énergie, mais sur la santé, on y a réussi. Sur l'énergie, on n'y arrive pas. Et du coup, ça révèle, à mon avis, le fait qu'on n'est pas touché de la même façon.
et qu'on n'a toujours pas résolu ces problèmes d'asymétrie en zone euro, et que peut-être que les uns ne veulent pas faire d'efforts pour les autres, notamment ceux qui, encore 10 ans, les pointaient du doigt en leur disant vous êtes méchants parce que vous avez trop dépensé. Deux, je pense qu'il y a un vrai sujet de doctrine au sein de la Commission européenne, c'est-à-dire que, en gros, notre commissaire à la concurrence et notre commissaire au marché intérieur, en gros, ne se parlent pas. Je crois qu'on a un sujet, c'est-à-dire que la doctrine de concurrence, même si on est en situation encore exceptionnelle, et la doctrine de politique industrielle, ça n'a pas encore complètement percolé. Et du coup, ça crée ce gloubi-boulga qui d'ailleurs n'est pas très bon pour les entreprises, qui n'est pas très bon pour... qui crée une défiance maximum. Etc. Parce qu'on a cette gestion de la crise énergétique de façon très chaotique aux frontières, et on a cette ombrelle qui est le prix de l'électricité, qui en fait crée encore plus d'entropie dans le système physique. Et donc, on est en train de dépenser beaucoup trop. C'était Mélenchon, je crois, qui disait il y a encore 4 mois, si on allait acheter le gaz tous ensemble, on ferait baisser les prix de 30%. Le groupement du gaz, oui. Ne serait-ce que ça. Alors, c'est vrai que ça fait mal que ça vienne de Mélenchon, mais quand on est le plus gros consommateur de gaz et qu'on a un petit peu de poids, on peut éviter peut-être un marché spéculatif complètement dysfonctionnel qui fait que les prix augmentent de 50%, rebaissent de 30%. On voit bien qu'on a un sujet en temps de guerre, et c'est ça peut-être, ça c'est le scénario central, on arrive à le faire marcher, mais les signaux sont qu'on est de plus en plus dans quelque chose qui ressemble à un temps de guerre. En temps de guerre, on réalloue les ressources vers l'utilité publique. On a une cause de sécurité nationale. Et l'énergie, ça fait partie de ces sujets qu'on ne peut pas laisser au marché quand les marchés dysfonctionnent. Et donc, il faut... je crois que c'est Martin Volt dans le FT, votre collègue, qui disait il y a peut-être un moment où il faut arrêter avec les sacro-saints marchés. C'est bien de s'en rendre compte, alors qu'on est dans une... Le FT, c'est pas... mais bien sûr, mais le monde à l'envers. Et donc, c'est ça le vrai sujet, c'est que le mix entre la politique budgétaire et la politique monétaire, avec cet élément de politique énergétique très fort, il est forcément dans un changement de paradigme. Et donc aujourd'hui, c'est le budgétaire qui fait le gros du boulot. Moi, je ne serais pas surpris que le monétaire revienne à l'aide si on est dans une situation de récession qui dure et qui commence à coûter très cher en termes de faillite et de chômage. PIB ou CO2 ? Est-ce qu'il faut choisir ? Il y a 2 minutes pour apporter un petit éclairage là-dessus. Moi, je ne crois pas. Il y a des expériences qui montrent que c'est possible ou pas ? Oui, la Suède, il y a plein de pays qui ont des intensités énergétiques de leur PIB qui sont plus basses. Je crois que le problème, c'est que pour que ça marche, il faut avoir une économie du capital humain très forte, il faut avoir d'autres sources de croissance qui sont très fortes. C'est juste que là, on est en train de réfléchir à ce débat dans un moment où le président nous dit c'est la fin de l'abondance, dans un moment où on se rend compte que l'intensité énergétique de tout ce qu'on produit dans certains pays et de ce qu'on consomme est trop forte. Moi, je crois qu'on peut croître. Peut-être parce que j'ai été bercé à ça et que je pense que la meilleure lutte contre les inégalités, c'est la croissance, mais je crois qu'on peut continuer de croître. Ça sera peut-être pas aussi fort. Ça sera peut-être pas la même croissance, mais je crois qu'on peut continuer de croître sans être carboné comme ça. Mais ça veut dire changer énormément. Nous, on avait, dans mon équipe de recherche, par exemple, on passe aujourd'hui plus du tiers du temps à ne faire que de l'économie du climat, à mettre en place des modèles, à travailler sur des trajectoires sectorielles pour nos investissements, à travailler sur des trajectoires pays. Et on se rend compte qu'on n'a pas encore totalement les clés de comment ça va se passer, mais on ne peut plus attendre. Et donc, moi, je pense que c'est surtout ça. Et rien que ça, c'est-à-dire les investissements pour le verdissement, c'est de la croissance. C'est de la croissance demain, bien sûr. Merci beaucoup, Ludovic. Merci d'avoir été avec nous pendant ces 20 minutes et plus pour apporter quelques réflexions économiques sur la situation européenne du moment. Ludovic Subran qui était avec nous en plateau, le chef économiste du groupe Allianz.